Florence, ville-musée, n'a pas beaucoup changé depuis le XVe siècle. Et pourtant, à l'époque, il n'y a pas autant de bruit. L'Arno porte bien son surnom, fleuve d'argent. La ville compte moins de 50 000 habitants et elle est protégée par des remparts. Dans les années 1400, Florence garde encore son aspect médiéval. Et la coupole du dôme n'est pas construite. Au XVe siècle, la famille Médicis contrôle pratiquement toute la ville. Elle se fait construire sa résidence principale au cœur de Florence. Ce palais deviendra le prototype de la demeure noble. La façade est sobre et austère. Au rez-de-chaussée sont installés les magasins et les bureaux commerciaux. Au centre de l'édifice, une cour carrée inspirée des villas romaines. Derrière le péristyle se trouve un jardin. Dans la cour, on a érigé une sculpture. À l'époque de la Renaissance, l'art sculptural n'est plus exclusivement religieux. Il enrichit le patrimoine des grandes familles. Dans le domaine esthétique, la sculpture connaît aussi une véritable révolution. Au Moyen-Âge, la sculpture était rigide et manquait de réalisme. Elle était plus sommaire, même s'il y a eu des choses magnifiques, des créations très belles. Mais la période de la Renaissance est une espèce d'apogée pour la sculpture. L'anatomie est vraiment suivie au détail près. On voit la souplesse d'un bras, l'anatomie plastique de la musculation, le cou, la pomme d'Adam. Regardez, ce sont des traits réels, pas inventés. Ici, c'est parfait. Le manteau lui-même, les plis qui tombent, comme si c'était un vrai manteau. Ici, on voit les détails, c'est fabuleux. Malheureusement, la figure a été détériorée par la pluie. Ici, on voit les veines, les nerfs de la main, ces doigts qui retiennent le manteau, leur pression contre le tissu. Cet aspect donne une idée de grandeur, même quand il s'agit d'un personnage modeste. Grâce à cette attitude, à cette position particulière, le personnage ressemble un peu à un consul ou à un empereur. La Renaissance, c'est d'ailleurs un retour à l'époque classique, au temps des Romains. À Florence, on s'attache à montrer la beauté des corps et des visages. Avec la Renaissance, les personnages sont représentés au milieu d'un décor. La perspective linéaire, invention florentine, construit le tableau à partir d'un point de fuite vers lequel tendent toutes les autres lignes. C'est comme une fenêtre ouverte sur un paysage. Au XVe siècle, complément nécessaire au palais intramuros, chaque seigneur doit posséder sa villa dans la campagne toscane. Dans la villa de Careggi, la famille Médicis installe une académie où se réunissent artistes et philosophes, dont Léonard de Vinci, Michel-Ange, Donatello, Botticelli. Dans la villa, la nature perd son caractère sauvage et les jardins sont ordonnés comme un prolongement de la maison. Marsilio Ficin étudie et médite dans cette villa et traduit les classiques avec un nouveau regard. Il essaie de conjuguer la pensée classique avec la pensée chrétienne. Ça, c'est la base de la pensée de la Renaissance. Au Moyen-Âge, pour pouvoir approcher Dieu, il fallait se repentir, ne pas goûter la vie, au contraire, se mortifier continuellement. Dans la pensée de la Renaissance, tout change radicalement. Dieu est reconnu comme le grand bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a donné la nature à l'humanité et a permis la naissance même de l'homme. Alors, il n'y a plus la nécessité de se repentir pour rejoindre Dieu, mais la possibilité, le pouvoir de goûter pleinement les joies de la nature. Et cela signifie aussi rendre grâce à Dieu.
L'esprit de la Renaissance va transformer en partie la ville de Florence. Certaines rues tortueuses vont laisser la place à des grandes perspectives qui aboutissent à des vastes espaces où l'homme doit se sentir plus libre. De Florence, la Renaissance va influencer toute la péninsule italienne et la plupart des pays d'Europe.